Chapitre 2, facteurs cinétiques, classe SV. Partie 1, influence de la variation de la concentration des réactifs. À la fin de cette séance, les élèves doivent être capables de définir les facteurs cinétiques, identifier l'effet de la variation de la concentration des réactifs sur la vitesse de réaction. Tout d'abord, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on conserve les aliments au réfrigérateur? Et pourquoi les aliments comme la viande se gâtent rapidement hors du réfrigérateur? Est-il possible d'accélérer ou de ralentir une réaction chimique? Les facteurs comme la concentration des réactifs, la température, la surface de contact entre les réactifs, le catalyseur sont parmi les facteurs qui peuvent agir sur la vitesse de réaction. Ces facteurs s'appellent facteurs cinétiques. Alors, les facteurs cinétiques sont les facteurs qui peuvent agir sur la vitesse d'une réaction, augmenter la vitesse ou diminuer la vitesse. Maintenant, on va voir l'influence du premier facteur, c'est-à-dire la concentration des réactifs. Étudier la réaction entre HDOD et I- en milieu acide à température constante à partir des différentes concentrations de I-. On va étudier une expérience en variant seulement la concentration initiale d'un réactif qui est I-, et on va voir l'effet de cette variation sur la vitesse de réaction. Et puis, on conclut l'effet de la variation de la concentration des réactifs sur la vitesse de réaction. Tout d'abord, procédure. Soit les solutions suivantes. S1, solution d'iodure de potassium K plus I- de concentration C1 égale 0,25 mol par litre. S2, solution d'acide sulfurique HDSO4 de concentration CD égale 1 mol par litre. Et solution 3, solution de peroxyde d'hydrogène HDOD de concentration C3 égale 0,045 mol par litre. On utilise 3 béchers vides. Ajouter la solution incolore d'iodure de potassium K plus I- de concentration C1 égale 0,25 ml, 10 ml dans le bécher A, 20 ml dans le bécher B et 40 ml dans le bécher C. Puis, ajouter la solution incolore d'acide sulfurique HDSO4 de concentration C2 égale 1 mol par litre, 10 ml dans le bécher A, 10 ml dans le bécher B et aussi 10 ml dans le bécher C. Maintenant, chaque bécher contient I- et H+, provenant de l'acide sulfurique. Ajouter de l'eau distillée pour rendre le volume dans chaque bécher égal à 90 ml, c'est-à-dire même volume dans les 3 béchers à la fin. On a ajouté 10 ml de KI et 10 ml de HDO4, c'est-à-dire 20 ml. On a besoin de 70 ml. Pour cela, on ajoute 70 ml de l'eau distillée dans le bécher A. Dans le bécher B, on a ajouté 10 ml de HDSO4 et 20 ml de KI, c'est-à-dire 30 ml. On a besoin de 60 ml. Alors, on ajoute 60 ml de l'eau distillée dans le bécher B. Dans le bécher 3, c'est-à-dire le bécher C, on a ajouté 10 ml de HDO4 et 40 ml de KI. On ajoute alors 40 ml d'eau distillée dans le bécher C pour avoir 90 ml dans chaque bécher.
Maintenant, on ajoute au terroir bêché et à la même instant, c'est-à-dire l'instant t égale 0, 10 000 de la solution incolore de peroxyde d'hydrogène HDOD de concentration de terroir égale 0,045 mol par litre. Maintenant, chaque bécher contient 100 000 de réactifs. À ce moment, la réaction commence au moment de l'addition des HDOD. Au début de la solution, dans le terroir bécher est incolore. Alors, la solution est incolore dans le terroir bécher au début. Observation, la couleur de chaque bécher passe progressivement de l'incolore au jaune puis au rouge brunâtre. Pourquoi? Dû à la formation lente des diodes ID. ID est la seule espèce chimique colorée. Sa couleur varie de jaune clair au rouge brunâtre selon la concentration de ID. Alors, l'intensité de la couleur augmente avec le temps. Pour le même intervalle du temps, l'intensité de la couleur dans le bécher A inférieure que celle dans le bécher B, inférieure que celle dans le bécher C. À la fin de la réaction, les trois béchers ont la même couleur. Pourquoi? Car la concentration de ID formée à la fin de la réaction est la même dans les trois béchers. Pourquoi? On va voir ça dans l'interprétation. Cette vidéo montre une expérience entre les ions I- et les ions peroxyde du sulfate. Il résulte des ID, c'est-à-dire on observe le même changement des couleurs. Les tableaux suivants résument les conditions de l'expérience. On a dans les béchers 1 20 ml de I- de concentration 0,1 mol par litre, dans les béchers D 20 ml de concentration 0,01 et même concentration de SDO8. Alors, on a ici solution de KDSDO8 de concentration 0,01. On a mis 20 ml dans chaque bécher et on a mis dans chaque éprouvette graduée 20 ml de KI de concentration 0,1 dans les béchers A et 0,01 mol par litre dans les béchers B. Au même instant, on ajoute les deux solutions. On observe le changement de couleur rapide en jaune dans les béchers A, alors que dans les béchers B, la solution reste tout d'abord incolore et l'apparition lente des couleurs jaunes, alors que l'intensité de la couleur dans les béchers A est plus rapide. Le changement des couleurs est plus rapide que celui dans les béchers B. Pourquoi? Car la concentration initiale de I- dans les béchers A est plus grande que la concentration initiale de I- dans les béchers B. Alors, la concentration des ID formées dans les béchers A est plus grande que la concentration des ID formées dans les béchers B. Ça veut dire que la réaction dans les béchers A est plus rapide que celle dans les béchers B. Interprétation. Équation bilan de la réaction étudiée dans l'activité entre I- et HDOD en milieu acide. L'équation est toujours donnée dans la partie cinétique. HDOD réagit avec I- en milieu acide pour donner ID et H2O. C'est l'équation équilibrée de la réaction. B. Concentration initiale de chaque réactif. Pour calculer la concentration initiale du réactif dans un mélange réactionnel, il faut calculer le nombre de moles initial de ces réactifs, puis le diviser par le volume total du mélange. Pour I-, on calcule le nombre de moles initial de I- dans chaque bécher. Dans le bécher A, N0 I- égale N0 KI, qui est égal à C1 fois V1. C1 c'est 0,25, V1 c'est 10 ml, c'est-à-dire 0,01, alors 0,0025 mol. On divise
ces nombres de moles par le volume total qui est égal à 100 ml, c'est-à-dire 0,1 litre, alors la concentration devient 0,025 mol par litre. C'est la concentration de I- dans le bécher A. De même, dans le bécher B, on calcule le nombre de moles initial, le volume c'est 20 ml, alors le nombre de moles initial 0,05, on divise par le volume total, la concentration devient 0,05 mol par litre. Dans le bécher C, N0 I- égale 0,01 car le volume c'est 40 ml, même concentration de solution ajoutée, mais la concentration initiale varie car le volume total devient 100 ml et non pas 40 ml. Alors on divise le nombre de moles initial par le volume total qui est 100 ml. La concentration initiale de I- dans le bécher C est 0,1 mol par litre. C'est pour I-. Maintenant, pour H+, dans les trois béchers, on a mis les mêmes volumes. Alors, on a mis les mêmes nombres de moles initial de H+, qui est égal 2 fois nombre de moles initial HDSO4, car chaque molécule HDSO4 donne 2 ions H+. Alors, nombre de moles de H+, égale 2 fois nombre de moles de HDSO4, qui est égal 2 fois C2V2, 2 fois 1 concentration de HDSO4, fois 0,01, les volumes 10 ml, alors le nombre de moles initial de H ajouté égale 0,02 mol. Divisons par le volume total qui est 100 ml, 0,1. Alors la concentration initiale de H dans les trois béchers égale à 0,2 mol par litre. Maintenant, pour HDOD, de même dans les trois béchers, on a mis les mêmes volumes de HDOD, c'est-à-dire le même nombre de moles initial de HDOD qui est égal à C3V3, 0,045, c'est la concentration de la solution ajoutée fois volume ajouté 10 ml. Alors le nombre de moles égale 0,00045 mol. Divisons par le volume total. Alors la concentration de HDOD dans les trois béchers devient 0,0045 mol par litre. Ce tableau résume les données de l'expérience dans les trois béchers. Concentration initiale de I- c'est 0,025 dans le bécher A, 0,05 dans le bécher B, 0,1 dans le bécher C. Alors, on a augmenté la concentration initiale de I- en passant des béchers A au bécher C. Concentration initiale de H+, c'est la même dans les trois béchers, 0,2 mol par litre. Et concentration initiale de HDOD, c'est la même dans les trois béchers, 0,0045. Alors, la seule variation dans les trois expériences est la concentration initiale de I-. On va voir l'effet de cette variation, c'est-à-dire l'augmentation de la concentration initiale de I- sur la vitesse de la réaction. Maintenant, on va déterminer le réactif limitant en calculant le rendement de chaque réactif. Rendement de I-, c'est N0 I- sur 2, c'est 0,0025 sur 2 égale 0,00125. Les rapports sont unités. Pour H+, N0 H+ sur 2, stéchiométrie, égale 0,02 sur 2 égale 0,01. Pour HDOD, rapport de HDOD, c'est N0 HDOD sur stéchiométrie qui est 1, égale 0,0045. En comparant les trois rapports, on remarque que rapport de HDOD inférieur que rapport de H+, inférieur que rapport de I-, alors HDOD est les réactifs limitants et H+ et I- sont en excès. C'est dans le bécher A, de même dans les béchers B et C. Car HDOD reste les mêmes dans les trois béchers, alors HDOD est le réactif limitant dans les trois béchers. Maintenant, on va calculer la concentration des UD à la fin de la réaction. De même, pour déterminer la concentration, il faut calculer le nombre de moles, puis on divise par le volume total. D'après la stéchiométrie de la réaction, dans les trois béchers, on a nombre de moles à la fin de la réaction de UD sur 1 égale N0 HDOD sur 1. Toujours, on calcule les produits à partir des réactifs limitants, le nombre de moles initial du réactif limitant, car la réaction est totale. Alors, nombre de moles à la fin de UD égale N0 HDOD qui est égal à 0,00
0,45. Alors, 0,00045 mol. On divise le nombre de moles final par le volume total qui est égal à 100 ml. C'est 0,00045, c'est 0,1 égale à 0,0045 mol par litre. C'est la concentration de UD à la fin de la réaction. Les terroirs Béchet possèdent la même concentration UD à la fin de la réaction. Pour cela, la colère finale dans les terroirs Béchet est le même qu'on va voir dans cette image. Maintenant, relation entre l'intensité de la couleur et concentration de UD. La couleur de la solution de d'iode varie de jaune à rouge brunâtre selon la concentration de UD. Lorsque la concentration de UD augmente, la couleur de la solution devient plus intense. Alors, pour le même intervalle de temps, l'intensité de la couleur de UD dans le bécher A inférieure que dans le bécher B, inférieure que celle dans le bécher C. Ça veut dire quoi? La concentration de UD formée au même instant dans le bécher A inférieure que la concentration de UD formée dans le bécher B, inférieure que la concentration de UD formée dans le bécher C au même intervalle de temps. Pourquoi? On va voir. Effet de la variation de la concentration initiale de I- sur la vitesse de la réaction. Pour le même intervalle de temps, on a vu que concentration de UD dans le bécher A inférieure que concentration de UD dans le bécher B, inférieure que concentration de UD dans le bécher C. Et puisque la vitesse moyenne de formation de UD, c'est variation de concentration de UD sur variation du temps, même intervalle de temps, mais la variation est différente, alors la vitesse moyenne de UD dans le bécher A inférieure que la vitesse moyenne de UD dans le bécher B, inférieure que la vitesse moyenne de UD dans le bécher C. Pourquoi? Car la concentration initiale de I- dans le bécher A inférieure que la concentration initiale du bécher B, inférieure que la concentration I- dans le bécher C. H plus et H de OD restent constantes. Même concentration initiale dans les terroirs béchés de H plus et H de OD. La seule variable est la concentration initiale de I-. Alors, on peut conclure que lorsque la concentration initiale de I- augmente, la vitesse de formation de UD augmente et vice-versa, c'est-à-dire lorsque la concentration initiale de I- diminue, la vitesse diminue. Donc, la concentration initiale de I- est le facteur cinétique responsable de cette variation de vitesse. Conclusion générale, lorsque la concentration d'un réactif augmente, la vitesse de la réaction augmente et vice-versa. Alors, la concentration des réactifs est un facteur cinétique. Remarque très importante. Si on répète l'expérience plusieurs fois en variant la concentration initiale d'un même réactif, comme on a vu dans l'expérience étudiée, alors le facteur cinétique ici est la concentration initiale de ce réactif. Comme on a vu dans l'expérience étudiée, on a varié seulement la concentration initiale de I-, alors le facteur cinétique ici est la concentration initiale de I- et non pas la concentration des réactifs. Seulement la concentration initiale de I-, car la variation c'est initialement seulement pour la concentration de I-. Alors que durant une réaction chimique, la vitesse de réaction diminue, comme on a vu dans le chapitre 1, la vitesse de réaction diminue au cours du temps. Pourquoi? Car la concentration de tous les réactifs qui possèdent une concentration, la concentration des réactifs diminue au cours du temps. Alors, le facteur cinétique ici, la concentration de tous les réactifs. Dans le cas d'une réaction de décomposition, c'est-à-dire lorsqu'on a un seul réactif A aqueux au liquide, c'est-à-dire possédant une concentration, qui donne deux produits B et C, c'est une réaction de décomposition.
La vitesse de cette réaction diminue au cours du temps car la concentration du réactif A diminue au cours du temps. Alors, le facteur cinétique est la concentration du réactif A. Seulement le réactif A, car on a un seul réactif possédant une concentration. Si on répète l'expérience plusieurs fois en variant la concentration initiale du réactif A, alors le facteur cinétique ici est la concentration de ces réactifs, seulement le facteur cinétique. Application A. On réalise l'expérience entre Mg et un excès de l'acide chlorhydrique H3+, plus Cl-. L'équation bilan de la réaction est Mg solide plus DH3+ aqueux donne Mg plus DH2O plus H2 gaz. On répète l'expérience précédente en remplaçant la solution S1 d'acide chlorhydrique par une solution SD de concentration CD tel que CD plus grand C1. Alors, on a augmenté la concentration initiale de H3O+. Alors, la variation est initialement. On donne les propositions suivantes. La fin de la réaction est atteinte plus rapidement. Le nombre de moles d'hydrogène produits à la fin de la réaction augmente. Indiquez si chaque proposition est correcte ou justifiez la réponse. Ici, Mg est le réactif limitant. On a augmenté la concentration initiale du réactif en excès qui est H3O+. Alors, la vitesse de la réaction va augmenter, mais la concentration finale du produit ou le nombre de moles initial du réactif reste le même. Alors, la vitesse de la réaction augmente pour le même. La vitesse, c'est quoi? C'est variation des concentrations sur variation du temps. Puisque les réactifs limitants restent les mêmes, alors la concentration des produits formés reste le même. Mais la vitesse va augmenter, alors le temps nécessaire à la fin de la réaction diminue. Donc, c'est vrai, la fin de la réaction est atteinte plus rapidement. Le nombre de moles d'hydrogène produits à la fin de la réaction augmente. Cette proposition n'est pas vraie, car puisque la réaction est totale et le nombre de moles initial du réactif limitant reste le même, alors le nombre de moles de H2 formés à la fin de la réaction reste le même, n'augmente pas. Solution. Proposition 1 vrai. La fin de la réaction est atteinte plus rapidement puisque la concentration initiale de H3+ est un facteur cinétique. Lorsqu'elle augmente, la vitesse de la réaction augmente. Alors, le temps nécessaire pour atteindre la fin de la réaction diminue. Proposition B faux. Puisque le nombre de moles du réactif limitant Mg reste le même et la réaction est totale, alors le nombre de moles de H2 formés à la fin de la réaction reste le même. Application 2. Soit la réaction C6H5NDCl donne C6H5Cl plus N2. La vitesse de disparition du chlorure de benzène diazonium C6H5NDCl à T égale 150 secondes est égal à 8,7 fois 10-5 mol par litre par seconde. Et à T2 égale 465 secondes est égal à 6 fois 10-5 mol par litre par seconde. Alors, on a donné deux vitesses à des instants. Précisez le facteur cinétique responsable de cette variation de vitesse entre T1 et T2. On a, lorsque T augmente de 150 secondes à 465 secondes, la vitesse diminue de 8,7 à 6 fois 10-5. Pourquoi la vitesse diminue? Car la concentration du seul réactif présent dans les mélanges réactionnels, qui est C6H5NDCl, diminue
au cours du temps. Alors, le facteur cinétique, c'est la concentration de C6H5NDCl. Alors, solution, la vitesse de disparition de C6H5NDCl diminue au cours du temps à cause de la diminution de la concentration de C6H5NDCl au cours du temps. Alors, le facteur cinétique responsable de cette variation de vitesse est la concentration de C6H5NDCl. Maintenant, effet de la variation de la concentration sur l'allure de la courbe. 1.4.1, effet de l'augmentation de la concentration d'un réactif. Si on répète la même expérience avec une seule variation, on augmente la vitesse, on augmente la concentration initiale du réactif en excès, concentration initiale dans l'expérience D plus grande que la concentration initiale des mêmes réactifs dans l'expérience 1. Quel est l'effet de cette variation sur l'allure de la courbe? Tout d'abord, sur l'allure de la courbe, concentration produit égale Ft. Concentration initiale du réactif est un facteur cinétique. Alors, lorsqu'on augmente la concentration initiale de ces réactifs, la vitesse de formation du produit augmente. Alors, à chaque instant, concentration des produits formés dans l'expérience 2 plus grande que concentration des produits formés dans l'expérience 1. Mais, puisque la réaction est totale et le réactif limitant ne varie pas, car les réactifs limitants qui déterminent la quantité de produits formés à la fin de la réaction, puisque les réactifs limitants ne varient pas, alors la concentration du produit formé à la fin de la réaction, qui est la limite maximale de la courbe, ne varie pas. Alors la courbe concentration produit égale GT est au-dessus de la courbe concentration produit égale FT. Si la courbe initiale de l'expérience 1, concentration produit égale Ft, c'est la limite maximale qui est la concentration finale des produits. La concentration finale ne varie pas car les réactifs limitants ne varient pas, mais la vitesse augmente. Alors, à chaque instant, concentration des produits dans l'expérience D est plus grande que concentration expérience D dans les produits dans l'expérience 1. Alors, la nouvelle courbe est au-dessus, mais au-dessous de la limite maximale, car les deux courbes possèdent la même limite maximale. C'est l'allure de la courbe concentration produit égale GTT. C'est le cas de formation d'un produit. Maintenant, cas de disparition d'un réactif, c'est l'allure de la courbe concentration réactif égale Ft, fonction du temps. De même, concentration initiale des réactifs est un facteur cinétique. Lorsque la concentration augmente, la vitesse de disparition des réactifs augmente. Alors, à chaque instant, la concentration des réactifs restants dans l'expérience D est inférieure que la concentration restant dans l'expérience 1. Car, pourquoi? Car concentration du réactif à chaque instant, c'est-à-dire restant, égale concentration initiale moins concentration des réactifs réagis. Lorsque la vitesse augmente, la concentration réagit augmente. Et par suite, la concentration restant diminue. Pour cela, à chaque instant, la concentration du réactif restant dans l'expérience D est inférieure que la concentration du réactif restant dans l'expérience 1, car la vitesse augmente. Et par suite, la courbe concentration réactif égale GDT est au-dessous de la courbe concentration réactif égale FT. C'est la courbe de l'expérience 1. La courbe de l'expérience D est au-dessous. C'est la courbe concentration réactif égale GT. Maintenant, effet de la diminution de la concentration d'un réactif. Si on répète la même expérience avec une seule variation, on diminue la concentration initiale du réactif en excès. Quel est l'effet de cette variation sur l'allure de la courbe?
Maintenant, tout d'abord, sur la courbe de formation d'un produit. Concentration initiale est un facteur cinétique. Lorsque la concentration initiale diminue, la vitesse de formation du produit diminue. Alors, à chaque instant, concentration produit dans l'expérience 2 inférieure que concentration des produits formés dans l'expérience 1. Alors, la courbe concentration produit égale dt est au-dessous de la courbe concentration produit égale ft. L'allure, c'est au-dessous. C'est la limite maximale, même limite maximale, la courbe est au-dessous. Maintenant, c'est l'allure de la courbe concentration réactive égale ft. De même, concentration initiale facteur cinétique, quand concentration initiale diminue, vitesse diminue. Alors, vitesse diminue, comme on a vu, concentration réactive restant à l'instant t égale concentration initiale moins concentration réagit. Lorsque la vitesse diminue, la concentration réagit diminue et par suite la concentration restant augmente. Pour cela, la concentration restant dans l'expérience 2 est plus grande que la concentration restant et même réactive dans l'expérience 1. Alors la courbe concentration réactive égale dt est au-dessus de la courbe concentration réactive égale ft. C'est l'allure de la courbe initiale. L'allure de la courbe de l'expérience D est au-dessus. C'est l'allure de la courbe concentration réactive égale dt. Maintenant, application 3, soit la réaction d'oxydation du propane de Hall, 5C3H8O plus DMNO4 moins plus 6H donne 5C3H6O plus DMN2 plus 8H2O. Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau suivant. 1. Tracer la courbe représentant la variation du nombre de moles de C3H6O en fonction du temps. NC3H6O égale FT dans l'intervalle du temps 0,20 minutes. Prendre l'échelle suivante, on a 6 1 cm pour 10 minutes et on a donné 1 cm pour 1 millimole. Il faut respecter l'échelle donnée. 2. On répète l'expérience réalisée ci-dessus, mais avec une seule modification. On introduit les réactifs dans un bécher contenant initialement 100 ml d'eau distillée. C'est-à-dire la concentration, les volumes augmentent, mais même nombre de moles de réactifs, alors la concentration initiale de chaque réactif diminue. C'est la variation, diminution des concentrations des réactifs. Tracé sur le même graphe de la question de 1, l'allure de la courbe représentant la variation de la quantité de matière, c'est-à-dire nombre de moles de C3H6O en fonction du temps, dans l'intervalle de temps 0,20 minutes. Vous justifiez la réponse. 1, c'est la courbe du tableau de variation du nombre de moles de C3H6O en fonction du temps. Maintenant, pour partie 2, en présence de 100 ml d'eau distillée, le volume total du mélange réactionnel augmente. Par suite, la concentration initiale des réactifs diminue. Et puisque la concentration initiale des réactifs est un facteur cinétique, alors la vitesse de formation de C3H6O diminue, car la concentration des réactifs diminue. Alors, à chaque instant, nombre de moles de C3H6O formés dans la deuxième expérience inférieur que le nombre de moles de C3H6O formés dans la première expérience. Donc, la courbe NC3H6O égale dt doit être au-dessous de la courbe NC3H6O égale FT. C'est la courbe NC3H6O égale dt au-dessus de la courbe NC3H6O égale FT. C'est la fin de la partie 1 du chapitre 2, influence de la variation des concentrations des réactifs sur la vitesse de réaction.